Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Il a manqué que les Esquimaux pour cette séance de cinéma introductive, mais qui nous a permis sans doute d'attendre un peu les retardataires, puisque apparemment le roi de Hollande est parmi nous et qu'il empruntera les Champs-Élysées tout à l'heure, ce qui est quand même plus important que la présentation de nos résultats, nous en convenons volontiers. Alors, je suis entouré de gens que vous connaissez désormais, Pierre-Jean Sévignon et Jérôme Bédier, qui sont les deux directeurs généraux délégués de Carrefour et qui m'assistent dans la direction de ce groupe, qui ne manque pas d'être dimensionné dans beaucoup de domaines. Alors Pierre-Jean, comme d'habitude, vous parlera des résultats financiers et Jérôme se penchera sur les performances extra-financières qui sont dans son domaine et qu'il soutient déjà depuis plusieurs années. Donc les résultats 2015, vous le verrez, sont des résultats que je qualifierais de bons et sans surprise. Il y a quelques aspérités dans le dispositif que nous commenterons. Et je voudrais, sans trop tarder, passer la parole à Pierre-Jean Sévignon et à Jérôme Bédier. Moi, je me contenterai peut-être d'une petite synthèse pour qualifier un peu les résultats, mais aussi placer le groupe sur sa trajectoire pour le futur et vous expliquer comment nous voyons l'avenir et sur quelle force, sur quelle stratégie nous pourrons nous appuyer désormais. Donc je passe tout de suite la parole à Pierre-Jean Sévignon. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus ce matin pour cette présentation des résultats annuels 2015. Je vous propose de passer directement à l'analyse des comptes. En 2015, le groupe enregistre une nouvelle fois une croissance de ses résultats. L'année est aussi marquée par une nette amélioration de la gestion du cash flow libre, ainsi que par une réduction de la dette. Notre chiffre d'affaires hors taxe de 76,9 milliards d'euros est en hausse de plus 3% en organique et de plus 5,5% hors essence à change constant. Notre marge commerciale ainsi que notre EBITDA marquent une hausse par rapport à l'année précédente, et ce à la fois en euros mais également en taux. Notre résultat opérationnel courant de 2,445 milliards d'euros progresse de 2,4% à change courant et il progresse de 7% à change constant. Je vous rappelle que ce chiffre inclut pour la France 3 éléments particuliers. L'intégration de DIA, qui est, comme vous le savez, un projet créateur de valeur pour nous sur le moyen terme. La hausse de la taxe sur les surfaces commerciales, qui était une charge additionnelle de 2015 et qui devrait rester d'ailleurs au même niveau en 2016. Enfin, le transfert à la société Carmila de loyers de galeries commerciales lors de la création de cette société. Ajusté de ces 3 éléments, le ROC du groupe enregistre une croissance de 11,5% à change constant. Et j'y reviendrai plus tard. Après prise en compte de la quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat opérationnel courant progresse de 7,2% à change constant. Retraité des éléments exceptionnels, le résultat net ajusté part du groupe progresse de 7,1% en 2015 pour s'établir à 1,113 milliards d'euros. Enfin, la dette du groupe s'élève à 4,546 milliards d'euros au 31/12/2015. Cette baisse de 408 millions d'euros par rapport à celle du 31 décembre 2014 provient en grande partie de l'amélioration du cash flow libre hors exceptionnel qui s'établit à 951 millions d'euros en 2015. On va maintenant examiner ces chiffres et on va bien sûr commencer par le chiffre d'affaires. Alors, sur la slide numéro 4, vous notez que nous avons enregistré en 2015 une forte croissance organique des ventes, donc plus 3%. Cette croissance est portée par les ventes à magasins comparables en hausse de 2,4%, mais aussi à hauteur de 0,6% par la contribution nette de notre expansion. Les acquisitions ont eu un impact positif de plus 2,5%. Il s'agit principalement de Dia France et de Billa en Italie. Au total, en prenant en compte l'impact des prix de l'essence ainsi que les effets de change, notre chiffre d'affaires s'établit donc à 76,9 milliards d'euros. Il est en hausse de 3%. Le groupe a enregistré de manière consistante une croissance
organique sur les 4 dernières années, avec une moyenne de 2,5% sur ces 4 dernières années. En cumulé, la croissance approche donc 11%. Nous disposons donc aujourd'hui de plusieurs moteurs de croissance, comme j'aurai l'occasion de vous le détailler plus tard. On passe maintenant à la marge commerciale, qui s'élève en 2015 à 23,4% du chiffre d'affaires hors taxe. Cette marge progresse de 6,4% à change constant, soit une hausse de 60 points de base exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires. L'amélioration de la marge commerciale bénéficie des plans d'action qui ont été mis en place dans l'ensemble des pays, ceci combiné à la croissance du volume des ventes. L'évolution est en ligne avec celle du premier semestre et s'explique également pour partie par la baisse du poids des ventes de pétrole dans notre chiffre d'affaires total. J'en viens maintenant à la slide numéro 7, c'est-à-dire à l'analyse des coûts d'exploitation hors coûts d'actifs. Donc ces coûts d'exploitation ont augmenté de 6,1% à change constant sur l'année. Exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires hors essence, ces coûts d'exploitation croissent de 20 points de base. Ces coûts ont été globalement bien maîtrisés. En effet, ils intègrent des hausses de salaires et de coûts de l'énergie en Amérique latine et en Asie, ainsi que l'impact de la hausse de la TASCOM en France. Ces hausses ont donc été, pour une bonne part, compensées par nos différents plans d'efficacité dans les différents pays. Pour ce qui est maintenant du coût des actifs, il progresse essentiellement du fait de la croissance des dotations aux amortissements, cette croissance étant liée à la reprise de nos investissements sur ces 3 dernières années. Ces réinvestissements intègrent à la fois la remise à niveau des actifs, mais aussi la poursuite de l'expansion. Je passe maintenant à l'examen de notre performance par région géographique. Pour la 3e année consécutive, en France, notre chiffre d'affaires organique hors essence affiche une croissance solide de plus de 1%. En 2015, ce chiffre est en progression dans chacun de nos formats. La marge commerciale s'est bien tenue, grâce à la réduction de la démarque et grâce à nos gains logistiques, permettant ainsi de maintenir la compétitivité sur les prix. Notre résultat opérationnel courant en France s'établit à 1,191 milliard d'euros, soit une marge opérationnelle de 3,3%. En la retraitant des 3 effets mentionnés précédemment, c'est-à-dire l'intégration de DIA, la hausse de la TASCOM, les impacts liés à la création de Carmila, le résultat opérationnel courant pro forma progresse, et ce, dans un environnement sans inflation, toujours très compétitif. La marge opérationnelle pro forma de la France est ainsi en hausse de 10 points de base pour s'établir à 3,7%. Dans les autres pays d'Europe, notre chiffre d'affaires hors taxe, à 19,7 milliards d'euros, progresse quant à lui de 1,2% en organique. C'est la première fois en 4 ans que nos ventes sont en croissance dans cette zone. Tous les pays enregistrent une amélioration de leurs résultats opérationnels. La marge commerciale a progressé en taux tout en continuant à porter une attention constante à notre positionnement prix. D'autre part, les coûts d'exploitation sont maîtrisés en masse comme en taux, et ce particulièrement sur le 2e semestre. Le résultat opérationnel courant s'établit à 567 millions d'euros, en hausse de 33,4%. La marge opérationnelle progresse quant à elle de 70 points de base à 2,9% du chiffre d'affaires. L'Espagne et l'Italie affichent une nette amélioration de leur rentabilité. Ceci reflète l'accélération de l'activité dans ces 2 pays au cours des derniers trimestres, ainsi que les leviers des différents plans d'action qui ont été mis en œuvre. La Belgique enregistre également une progression de sa rentabilité grâce à la bonne maîtrise de ses coûts. En Pologne, la marge opérationnelle s'améliore légèrement dans un contexte concurrentiel rude. Enfin, la Roumanie enregistre une belle performance avec une croissance des ventes combinée à une stabilité de sa marge opérationnelle, et ce, à un niveau élevé. Au total, les tendances de la zone confirment qu'elle devient une réelle source additionnelle de croissance pour le groupe, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats. Comme vous pouvez le voir sur la slide numéro 11, notre excellente performance en Amérique latine se poursuit. Le chiffre d'affaires de la zone est en hausse
de 15,7% en organique, hors essence, et le résultat opérationnel courant progresse quant à lui de 23,5% à change constant. La marge commerciale est en hausse, portée par la croissance des ventes et la bonne performance des services financiers au Brésil. Je vous rappelle que les ventes organiques dans ce même pays sont en hausse de 13,5% hors essence sur l'année, et ce, malgré un environnement qui, vous le savez, est plus difficile. En Argentine, les ventes organiques, elles, sont en hausse de 23,3%. En outre, les coûts d'exploitation reflètent notamment la hausse des coûts de l'énergie au Brésil, l'inflation des salaires, mais aussi notre forte expansion sur cette zone. Au total, la marge opérationnelle de l'Amérique latine s'établit donc à 4,9%, en hausse de 20 points de base par rapport à l'année 2014. En Amérique latine, notre performance est donc une nouvelle fois très bonne, sur des bases de comparaison élevées. Cependant, il convient de rester vigilant sur l'évolution des changes, notamment bien sûr sur le real brésilien et sur l'impact de sa volatilité sur le résultat du groupe. Sur les 3 dernières années, les devises en Amérique latine ont d'ailleurs impacté notre ROC de façon défavorable de près de 300 millions d'euros. En Asie, en slide numéro 12, le chiffre d'affaires hors taxe à change courant est en hausse de 5,9% à 6,7 milliards d'euros. En organique, les ventes sont en baisse de 9,5%. Le résultat opérationnel courant ressort à 13 millions d'euros. Malgré la baisse des ventes, la marge commerciale se tient bien. La hausse des coûts d'exploitation traduit l'inflation des salaires. En Chine, dans un contexte de ralentissement économique et d'évolution rapide des modes de consommation, les ventes sont en baisse de 12,6% en organique. Comme vous le savez, dans ce pays, nous mettons en place avec détermination un plan d'action pour en refaire un moteur de croissance. Nous travaillons sur notre organisation interne, notre structure de coûts, ainsi que sur l'intégration de notre logistique. Nous avons fermé 19 magasins en 2015, soit une trentaine sur les 2 dernières années. Nous repositionnons notre modèle commercial, nous améliorons notre parcours client. Nous déployons également une stratégie multiformat omnicanal et ouvrons des magasins de proximité. Bien entendu, ces mesures nécessitent du temps et peuvent causer des perturbations temporaires dans notre activité, mais comme ont pu le démontrer nos réorganisations récentes en Italie, en Espagne, en Pologne, nous sommes fermement convaincus que la mise en œuvre de ce type de mesures porte ses fruits au fil du temps. Nous sommes confiants que le repositionnement de notre modèle nous renforcera à moyen terme sur ce marché clé qu'est la Chine. À Taïwan, pour sa part, nous enregistrons une croissance des ventes en organique en 2015, et ce pour la première fois depuis 3 ans. Le résultat opérationnel y est également en progression. Ce pays bénéficie de l'accélération de notre stratégie multiformat, qui est illustrée là-bas par le développement de notre réseau de supermarchés. L'exercice 2015, à la fois, renforce et démontre le bon équilibre du portefeuille de pays du groupe, comme vous pouvez le voir sur cette slide numéro 13. Le groupe Carrefour avance aujourd'hui grâce à plusieurs moteurs, ce qui favorise sa croissance. Je soulignerai 3 points. Tout d'abord, sur notre marché domestique, la France, nous poursuivons l'amélioration de nos résultats dans un contexte concurrentiel difficile. D'autre part, l'Europe s'améliore et son potentiel illustré par l'Espagne et l'Italie en 2015 est réel. Enfin, l'ensemble des pays émergents constitue un important moteur de croissance, et ce en dépit du ralentissement en Chine. Nos performances en Amérique latine et à Taïwan en témoignent. Je passe maintenant à la slide numéro 14, le compte d'exploitation de résultats. Je vous rappelle que depuis cette année, nous calculons 2 niveaux de résultats opérationnels courants. Le deuxième intégrant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence, et ce, en accord avec les recommandations de l'autorité des normes comptables. Cette quote-part s'élève à 44 millions d'euros au premier semestre par rapport aux 37 millions d'euros de l'année précédente. Nous avons enregistré en 2015 une charge non courante nette de 257 millions d'euros, qui résulte principalement des charges de réorganisation et de transformation dans les différents pays, notamment en Chine et en France, avec en particulier l'intégration qui est en cours en France et le projet Caravelle. En 2014, nous avions enregistré un produit non courant net de 149 millions d'euros, qui reflétait principalement la plus-value de cession qui avait été réalisée lors de la constitution de la société Carmila,
Le résultat financier s'améliore par rapport à 2014. Il s'établit à moins 515 millions d'euros. Il reflète la baisse du coût de l'endettement ainsi que, bien sûr, les refinancements d'échéances à des taux plus bas. La charge d'impôt s'élève à 597 millions d'euros, soit un taux effectif d'imposition de 34,8%. Les intérêts minoritaires s'établissent quant à eux à 143 millions d'euros. Leur progression provient pour une très large part du Brésil. Au total, le résultat net ajusté part du groupe, c'est-à-dire le résultat net des activités poursuivies, retraité des éléments exceptionnels, s'établit à 1,113 milliard d'euros, en hausse de 7,1% par rapport à l'année 2014. Slide 16. Cette slide montre l'évolution de nos investissements par région, mais également par nature. Le groupe poursuit ses investissements de remise à niveau de ses différents formats, ceci accompagné d'une expansion sélective. Au total, les investissements s'élèvent à 2,4 milliards d'euros, globalement en ligne avec nos plans, avec ce que nous avions annoncé, et bien sûr stable à peu près par rapport à 2014. En France, les investissements s'établissent à 1,78 milliard d'euros, en légère hausse par rapport à 2014. Ils comprennent la remise à niveau et la simplification des systèmes d'information, mais également le plan de transformation de nos magasins qui est actuellement en cours dans le domaine de la proximité, ce plan qui devrait s'accélérer en 2016. En Europe, les investissements sont en hausse et s'établissent à 579 millions d'euros. Au Brésil, l'expansion reste soutenue pour Atacadão et pour la proximité, tandis que les rénovations du parc se poursuivent dans nos hypermarchés comme dans nos supermarchés. Rappelons que les devises ont eu un impact minorant, négatif, dirons-nous, sur ces investissements en Amérique latine. En Asie, nous poursuivons notre stratégie de développement multiformat, avec notamment des ouvertures de magasins de proximité en Chine et des ouvertures de supermarchés à Taïwan. L'évolution de notre modèle en Chine implique également des rénovations de magasins, ainsi que la finalisation du projet d'intégration de notre logistique. J'examine maintenant ces investissements en les classant cette fois-ci par nature. L'expansion a représenté 22% de nos investissements en 2015. Nous avons en effet ouvert 1123 magasins, dont 52 hyper, 221 supermarchés et 850 magasins de proximité. Par ailleurs, 26% du montant de nos investissements ont été consacrés au remodeling de nos magasins, ce qui participe bien sûr à la valorisation de nos actifs. La maintenance représente 37% de nos investissements puisque nous poursuivons la phase de remise à niveau qui a été démarrée en 2012. Cette part est en baisse par rapport à l'année précédente, une tendance qui se poursuivra sur les prochains exercices. Enfin, la part des investissements qui est consacrée à nos systèmes d'information a progressé sur la période. Elle atteint maintenant 15%. Cette part, bien sûr, se traduit par l'amélioration de nos systèmes ainsi que par la montée en puissance de notre développement et notre déploiement omnicanal. Après donc un point bas en 2012, Carrefour a progressivement rattrapé son retard et rallié la moyenne du secteur. Grâce à la solidité de son bilan, le groupe a retrouvé sa capacité à investir et ce, de manière contrôlée. Pour 2016, nous visons des investissements totaux qui devraient être compris entre 2,5 milliards et 2,6 milliards d'euros. Je passe maintenant à la slide numéro 18, l'analyse du tableau de flux. Notre cash flow libre s'établit à 687 millions d'euros, qui est en hausse significative par rapport à ce même cash flow de l'année 2014. Hors éléments exceptionnels, hors activités non poursuivies, le cash flow libre s'établit à près de 1 milliard d'euros, là aussi en nette amélioration de 287 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Alors, 3 éléments principaux pour expliquer cette amélioration. D'abord, et c'est essentiellement ça qu'il faut regarder, une amélioration notable de notre autofinancement qui est en hausse de 229 millions d'euros, une amélioration du besoin en fonds de roulement de 62 millions d'euros,
Enfin, une variation favorable des fournisseurs d'immobilisation pour 153 millions d'euros, et ça c'est lié bien sûr au phasage de nos CAPEX, du rythme de nos CAPEX au cours de l'année. En prenant en compte une diminution des éléments exceptionnels positifs et d'autres éléments pour 64 millions d'euros, le cash flow libre des années poursuivies, des activités poursuivies hors éléments exceptionnels, s'établit donc à 951 millions d'euros, et je le répète, il est en nette amélioration par rapport à l'année 2014. On passe maintenant à l'évolution de la dette, et je suis en slide numéro 20. La dette financière à fin 2015 s'élève à 4,5 milliards d'euros. Elle est en baisse de 408 millions d'euros par rapport à la fin de l'exercice 2014. Cette réduction de la dette provient essentiellement, tout d'abord, de la génération de cash flow libre dont je viens de parler, d'autre part, de la cession d'une partie de notre autocontrôle en mars 2015, qui avait généré à l'époque une rentrée de trésorerie de 394 millions d'euros. Enfin, de la cession d'une participation complémentaire dans notre filiale brésilienne, participation qui s'élève désormais à 12%. Cette diminution de la dette a été atteinte en prenant en compte le versement de la partie cash du dividende de 2014, qui est intervenu, je vous le rappelle, le 17 juillet 2015 et qui a donné lieu à une sortie de trésorerie de 390 millions d'euros, ainsi que quelques éléments exceptionnels qui, bien qu'en large diminution par rapport à l'exercice précédent, ont donné lieu à une sortie de trésorerie de 309 millions d'euros. Slide 21, analyse de notre endettement obligataire. En février 2015, nous avons procédé à une émission obligataire de 750 millions d'euros avec 10,3 années de maturité et un coupon de 1,25 ans. Excusez-moi, 1,25%, pardon. Cette émission, combinée à celle de 2014, a permis d'allonger la maturité moyenne de notre dette obligataire, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'échéancier qui est sur le transparent en face de vous. La maturité moyenne, et c'est ça qui est réellement important, augmente. Elle ressort désormais à 4,4 ans, ce qui témoigne donc d'une amélioration et donc d'une hausse régulière de cette même maturité depuis les 2 dernières années. Il faut également noter que la tombée de l'échéance obligataire de 644 millions d'euros en juin 2015, parce que cette échéance particulière portait un coupon de 5,37%, vous voyez qu'on fait tomber des très gros coupons. Les différentes opérations de refinancement avec des coupons plus favorables, combinées à cette grosse tombée obligataire donc de juin 2015, nous permettent d'optimiser nos frais financiers en 2015, comme nous venons de le voir. Vous le voyez donc, Carrefour continue d'améliorer son bilan et de renforcer sa structure financière, ce qui constitue bien sûr un atout significatif dans l'environnement actuel. Je rappelle également qu'en 2015, les 3 agences de notation ont actualisé le rating du groupe et toutes 3 s'accordent aujourd'hui pour noter Carrefour BBB+, ce qui met donc fin au fameux split rating. On parle du dividende, slide 22. Donc comme vous le voyez en slide 22, le conseil d'administration soumettra au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale le 17 mai prochain un dividende de 70 centimes par action, qui est en hausse donc par rapport aux 68 centimes qui ont été versés au titre de l'exercice 2014. Cette proportion, une fois de plus, correspond très exactement à la distribution de 45% de notre résultat net part du groupe ajusté des exceptionnels, et donc ce 45% étant une nouvelle fois en ligne avec la politique de distribution dont je vous rappelle qu'elle a été mise en place en 2012. Nous proposerons de nouveau cette année un paiement au choix en numéraire ou en titre, et la mise en paiement de ce dividende devrait intervenir le 21 juin 2016. En conclusion, en 2015, Carrefour a poursuivi sa dynamique de croissance et affiche une nouvelle progression de ses résultats. En parallèle, le groupe a amélioré sa capacité à générer du cash flow libre, renforcé son bilan en réduisant sa dette, tout en continuant à investir. Notre politique d'investissement est constante. Vous pouvez constater aujourd'hui les effets de ces investissements, notamment en France, au Brésil, en Espagne, en Italie.
Le repositionnement de la Chine, l'intégration de Dia, la transformation omnicanale sont d'autres exemples d'investissements qui alimenteront, quant à eux, notre croissance future. Carrefour est aujourd'hui un groupe résilient, fort sur ses métiers à dominante alimentaire, recentré sur un portefeuille de pays pertinent. Carrefour a une grande maîtrise de son immobilier, une structure financière renforcée et affiche de la constance dans sa stratégie. Carrefour garde son cap et prévoit pour 2016 des investissements de l'ordre de 2,5 à 2,6 milliards d'euros, une attention constante portée au cash flow libre et la poursuite d'une discipline financière stricte avec un objectif de maintien de notre notation BBB+. Je vous remercie pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Jérôme Béguier. Mesdames et messieurs, notre entreprise tient désormais à donner régulièrement et systématiquement des informations sur sa performance extra-financière, comme elle le fait sur ses résultats financiers. Cette volonté a été exprimée lors de la dernière Assemblée générale en juin 2015. Nous souhaitons ainsi, à l'occasion des résultats annuels, manifester que l'activité de l'entreprise forme un tout avec ses chiffres d'une part et son impact sociétal de l'autre. Carrefour est un grand acteur de son secteur et entend assumer la responsabilité qui est la sienne dans le domaine de la RSE. Nous sommes le leader de la profession en France et parmi les tout premiers dans les pays où nous exerçons. Nous sommes également conscients que l'exercice de cette responsabilité, qui doit faire de nous un acteur attentif à son environnement, est en même temps incontournable pour créer durablement de la valeur au service de nos clients. La politique de responsabilité sociétale de Carrefour correspond à une vision à moyen et long terme de notre activité et de la contribution de l'entreprise à la société. C'est tout simplement bien faire notre métier, cette formule que désormais vous connaissez bien. Cette vision s'appuie naturellement sur les caractéristiques propres de l'entreprise. La proximité liée au multiformat, l'utilisation des nouvelles technologies, l'enrichissement des expériences internationales. Tous les registres d'action sont sollicités au service des priorités qui ont été définies. L'impact de la RSE est également essentiel pour l'efficacité et la motivation des 380 000 collaborateurs de l'entreprise. Il favorise la mobilisation de nos partenaires, qu'il s'agisse des fournisseurs, des acteurs locaux et de tous les représentants de la société civile. Je ne reviendrai pas sur les méthodes précises que nous utilisons pour avancer dans notre démarche RSE. Elles ont déjà été décrites et s'appuient sur les normes et référentiels internationaux qui font autorité. Elles sont détaillées avec les indicateurs utiles dans les documents sociaux de l'entreprise. Les actions menées par Carrefour en 2015 sur ces trois priorités, les trois piliers de notre RSE, la démarche anti-gaspi, la biodiversité et les relations avec les partenaires, ont été reconnues par ceux qui analysent ces politiques. Nous avons ainsi obtenu la note de 96B à l'évaluation CDP, ce qui nous place en tête des groupes de distribution français dans ce domaine, et avons amélioré notre note de 7 points à l'évaluation Robeco-SAM d'IJSI. Par ailleurs, Carrefour a reçu plusieurs prix en France et à l'étranger pour ses démarches. Le Grand Prix ESSEC du commerce responsable pour la démarche anti-gaspi, le prix LSA pour notre politique de pêche durable, le Good Energy Award en Italie, le Top 10 Sustainability de la Chambre de commerce en Argentine, une distinction par le magazine Forbes et le Best Energy Efficiency Program of the Year en Roumanie, etc. Pour manifester cette volonté forte de Carrefour, je voudrais spécifiquement évoquer deux sujets qui ont marqué notre performance en 2015. L'engagement de Carrefour pour le climat, d'une part, et la systématisation de nos démarches en faveur de l'agroécologie, d'autre part. Bon,
Le climat, vous le savez, a été un des grands sujets de 2015, avec le sommet du Bourget, notamment, dont nous avons été un des partenaires actifs, en liaison avec d'autres entreprises, dans le cadre du French Business Climate Pledge et de l'initiative de l'ONU Caring for Climate. Dans ce cadre, nous avons pris officiellement l'engagement de réduire de 40% nos émissions de CO2 dans les magasins en 2025 et de 70% en 2050. Cet objectif s'appuie sur un programme d'action qui concerne tous les leviers possibles. Premièrement, Carrefour a pris à l'automne la décision de fixer volontairement un prix interne du CO2 pour l'intégrer dans ses calculs d'investissement. Fixer un coût du carbone, c'est ajouter au coût initial d'une technologie le coût du CO2 qu'elle émettra durant sa durée de vie. Je rappelle que l'entreprise Carrefour émet pour ses différents besoins 3,58 millions de tonnes de CO2 en 2015. Deuxièmement, les économies en magasin sont généralisées grâce à la fermeture des meubles de froid, aux éclairages à LED, à la mise en place de compteurs centralisés de consommation, à l'optimisation des flux chauds et froids, en appliquant la démarche ISO 50001. Troisièmement, les expériences innovantes sont multipliées. Création de magasins autonomes en énergie en visant comme objectif une consommation de 250 kWh par mètre carré, mise en place de nouvelles méthodes de suivi de la consommation des magasins associées à des actions correctives immédiates. Quatrièmement, la part des énergies renouvelables dans nos approvisionnements continuera à se renforcer. Carrefour s'efforcera progressivement de produire directement de l'électricité sur ses sites. Par ailleurs, le stockage d'énergie intermittente a été testé et nous nous fixons un objectif d'effacement de 2,5% de notre consommation globale qui, je le rappelle, est de 5,9 TWh en 2015. Les gaz HFC ne sont plus retenus dans nos nouvelles installations à partir de 2015, mais sont substitués par du CO2. Nous disposons de 260 installations de production de froid qui fonctionnent selon cette technologie dans 7 pays, y compris d'ailleurs dans des zones de forte chaleur. Enfin, les émissions de CO2 liées au transport ont été réduites de 14,3% depuis 5 ans. Elles seront réduites au moins du même montant dans les 10 prochaines années. Nous souhaitons par ailleurs aussi généraliser dans le monde notre approche en faveur de l'agroécologie et d'une manière plus générale d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Cette conviction est au cœur de la vocation alimentaire de notre entreprise et permettra de répondre aux besoins nouveaux de nos clients. Comme d'autres domaines de la RSE, l'agroécologie est une source d'innovation extrêmement utile, un facteur puissant de progrès et de différenciation qui permettra de répondre mieux et durablement aux besoins des consommateurs. Carrefour est engagé depuis longtemps sur ces thèmes, qui suscitent parfois des débats difficiles, mais toujours utiles, comme celui des OGM, que nous avions souhaité ne pas intégrer dans nos filières qualité. Beaucoup de sujets sont derrière ce thème et ce terme d'agroécologie. La réduction des pesticides et des engrais chimiques, les cultures intégrées, l'économie circulaire, la réduction des antibiotiques, les biocontrôles, la meilleure valorisation des déchets de culture, le rapprochement des sources d'approvisionnement de nourriture animale. Tous ces sujets sont sur la table et font l'objet de discussions avec les partenaires de Carrefour qui font en général preuve d'une très grande capacité à proposer des solutions nouvelles. Les ventes de produits filière qualité Carrefour, il y en a 468 dans les 10 pays, ont augmenté en 2015 de 6,1% par rapport à 2014, grâce à tous ces développements et grâce aussi au travail systématique d'information de nos clients que nous faisons sur les caractéristiques de ces produits. De même, les ventes de produits alimentaires bio ont augmenté dans le monde de 21,5% en 2015, ce qui montre l'intérêt de nos clients pour ces produits. Le travail d'ailleurs qui est développé sur la pêche durable s'apparente aux mêmes préoccupations. Il s'agit de déterminer
quelles sont les bonnes pratiques les plus respectueuses de la nature et les plus susceptibles de favoriser la biodiversité. Nous sommes leaders dans ce domaine et nous travaillons avec plusieurs organisations comme le Marine Stewardship Council de façon à bien qualifier les choix de l'entreprise. Je voudrais terminer en disant un mot particulier sur les petites et moyennes entreprises qui sont à notre amont. Dans tous les pays, le développement des liens avec les petites et moyennes entreprises est une priorité constante. Elle correspond à des valeurs fortes de Carrefour. Elle renforce l'ancrage territorial de notre système multiformat en permettant de présenter une offre locale. Elle suscite l'innovation et la différenciation des produits. Dans tous les pays, l'offre locale a été augmentée. Par exemple, en France, le nombre de produits locaux est maintenant de 60 000. 5 000 PME représentent 9% du chiffre d'affaires. En Belgique, un projet initié en 2014 a permis à 680 producteurs locaux, situés à moins de 40 km de magasins, de fournir plus de 7 000 produits. Les PME font aussi l'objet de programmes d'action spécifiques permettant de simplifier leurs relations administratives avec notre entreprise, de faciliter le référencement de produits innovants, grâce par exemple à l'organisation de salons, de susciter l'engagement des PME dans des actions de RSE, sur le fondement des autodiagnostics qui leur sont proposés. Des actions sont aussi conduites à l'export, dans le cadre en particulier des 3 marques, Reflet de France, Terre d'Italia et Nuestra Tierra, qui sont des collections de spécialités régionales produites par des PME et rencontrent un grand succès à l'exportation. Nous menons ces programmes en liaison avec les organisations représentant les PME ou les coopératives agricoles. Carrefour continuera à développer des méthodes spécifiques pour les PME qui ont des caractéristiques très différentes des grands groupes internationaux qui sont par ailleurs nos fournisseurs. Cet aperçu de la performance extra-financière 2015 de Carrefour est évidemment trop court et partiel et est loin d'épuiser le sujet. Mais l'objectif était de vous montrer l'engagement de notre entreprise et la volonté de traiter l'ensemble de ces sujets avec un grand professionnalisme pour bien faire notre métier, en favorisant en permanence le dialogue avec les parties prenantes. Je vous remercie. Merci Jérôme. Bien, je crois que ce qu'on voit, je pense comme évolution principale dans le monde de la distribution, c'est que je dirais, on met un peu de finesse dans un monde de brut. Depuis le nombre d'années où je participe à ces métiers, on voit que les choses sont en train d'évoluer vers ce que j'appellerais l'intangible. Et c'est assez largement ce que vient de préciser Jérôme, qui a pris à bras-le-corps ce dossier de la RSE et l'instille progressivement, le distille dans l'entreprise avec parfois toutes les résistances que ça peut représenter puisqu'elles ne sont pas immédiatement rentables ou immédiatement perçues. Donc j'insiste beaucoup parce qu'il a, de ce point de vue-là, tout mon support et je suis convaincu que les dirigeants des différents pays de Carrefour le savent. C'est fondamental d'entrer dans toutes ces stratégies nouvelles qui sont liées à l'environnement, à la société en général. Tant nous avons de collaborateurs chez nous qui sont eux-mêmes sensibles, mais pour la bonne raison aussi, c'est que nos magasins sont des vitrines ouvertes à tous les vents et à tous les clients et qu'il est fondamental qu'on ressente autre chose quand on rentre chez nous que de simples prix. Alors, sur le plan des résultats financiers, je crois que tout a été dit. Nous sommes au rendez-vous, si on peut dire les choses comme ça. C'est le produit d'un certain nombre d'équilibres que le groupe développe déjà depuis longtemps, équilibre géographique, équilibre dans ses formats, équilibre aussi plus nouveau dans ses ingrédients financiers. La dette a été contenue et réduite à un niveau parfaitement acceptable. On voit qu'on commence à générer du cash flow libre. Ça n'a pas handicapé notre capacité d'investissement dans tous les domaines où c'est utile, maintenance, expansion, remodeling, mais aussi système informatique et logistique. Donc moi je dirais que les équipes de Carrefour ont produit en 2015 un effort tout à fait respectable et qui, comment dirais-je, salue les investissements de nos actionnaires en général. Et je voudrais, de ce point de vue-là, dire que la conjonction des critères sociaux
économiques et environnementaux me paraît être la signature forte de Carrefour au cours de cette année. C'est le résultat déjà de beaucoup de travail. En réalité, sur le plan de son profil, parce que c'est ça qui compte, Carrefour évolue depuis déjà quelques années, mais avec une accélération marquée, notamment depuis la fusion avec Promodès, et son centre de gravité se déplace de l'hypermarché vers un système multiformat sur lequel nous insistons beaucoup, mais il faut y revenir, car il est fondamental dans l'évolution de la société d'aujourd'hui. Et donc, l'étape que nous venons de vivre, mais sur laquelle nous allons poursuivre, qui est de recentrer le groupe vers des magasins de plus grande proximité, est essentielle dans la compréhension de Carrefour, à la fois parce que ça suppose une évolution culturelle, ça suppose la transformation du rapprochement de Carrefour avec Promodès, enfin, alors que la décision stratégique me paraît de plus en plus fondamentale aujourd'hui, mais également parce que les différents formats de la société doivent remplir des fonctions différentes. L'hyper est un instrument dans lequel on doit avoir le plus large assortiment possible avec les meilleurs prix possibles. Il doit être soumis à des rythmes événementiels et à une offre saisonnière parce que sa surface le lui permet, mais il a également la possibilité d'être une vraie place de marché au sens des marchés du produit frais, avec des moyens, une taille et une largeur d'assortiment sans précédent. Tous ces hyper de Carrefour qui sont nos fondations, à la fois culturelles, mais aussi de notre résultat, de notre chiffre d'affaires, puisque 50% en gros de notre chiffre se fait avec ce format. On vient de 65% il y a maintenant 8 ou 10 ans, donc les choses migrent doucement et c'est souhaitable. Les hyper restent un des fondements culturels de Carrefour et le resteront. D'autant plus que, comme vous le savez, par l'acquisition des galeries marchandes cédées il y a quelques années à Klépierre, Carrefour retrouve la maîtrise non seulement de ses hyper, mais aussi de son environnement commercial complémentaire, va pouvoir entrer dans une politique de service dont il a absolument besoin. Ça fait partie de la finesse nouvelle de la société, amener du service, du relationnel, de l'empathique sur une offre tangible, bien perçue. Tout ça va dans le bon sens. Et donc, l'ensemble des formats, les hyper étant le fondement, le prix, la largeur d'assortiment, l'événementiel et les services. Le supermarché étant un magasin de flux répondant à des besoins récurrents alimentaires et qui vont générer une fréquentation plus importante, par définition, des mêmes clients dans le même endroit. Ces magasins, ces supermarchés réduisent évidemment la distance de nos consommateurs et de Carrefour par le rapprochement de leurs habitations et permettront, je dirais, dans le futur, de consolider notre part de marché alimentaire, qui reste un socle absolument majeur, mais aussi de développer la proximité. Les petits magasins, les plus petits magasins de toute nature, qu'ils soient de type city, très urbain, de type contact, qu'on est en train de développer, je vous en dirai 2 mots, grâce à l'acquisition de DIA, de type bio, car nous sommes partis aussi dans le développement de l'activité bio, de type Bonap, qui est une version qu'on est en train de moderniser, dont je prédis un grand succès, et qui associe à la fois le monde de l'épicerie, mais aussi le monde de la restauration. Tout ça est en train de prendre place progressivement et dans tous les pays. On le fait avec un rythme qui n'est pas spectaculaire, mais qui en réalité est beaucoup plus solide et consistant que si nous devions accélérer tout ça. Donc l'hyper, je l'ai dit, a sa fonction, le super a la sienne, les petits magasins de proximité ont la leur, le socle majeur c'est l'alimentaire. Carrefour est le premier distributeur mondial alimentaire aujourd'hui. Je pense qu'on a une répartition géographique après la cession que nous avons opérée il y a quelques années de pays dans lesquels nous n'avions que peu de chances d'être dans les 2 leaders et d'être multiformat sans avoir à y rajouter des investissements qui auraient été problématiques pour notre bilan financier. Nous avons aujourd'hui une répartition Europe, Asie, Amérique du Sud qui nous paraît pertinente, même si les pays émergents dont tout le monde se gaussait il y a 4 ou 5 ans émergent moins aujourd'hui, et que l'Europe, dont on nous prédisait le pire, et on va y arriver sans doute, avec du retard, nous donne un certain délai
de rétablissement. Tout ça me paraît assez propice à l'avenir de Carrefour, à condition que l'on réussisse à continuer de capitaliser sur ses forces historiques, l'hyper, l'alimentaire, mais aussi ce qui a été précisé par Jérôme tout à l'heure et qui apparaît dans le RSE, cette culture formidable des filières qui a été développée bien avant nous et sur lesquelles, à un moment donné, on avait probablement un peu dérapé, sur lesquelles on s'était découragé parce qu'il faut investir dans les métiers, il faut recruter des professionnels. Mais je dirais qu'à terme, nous devons être le leader de l'alimentaire, avoir la meilleure offre de produits de marque, placer notre marque distributeur en position centrale, c'est-à-dire compétitive par rapport aux marques les plus connues, efficace en termes de rapport qualité-prix, sobre dans leur packaging et dans leur définition marketing. Et enfin, un retour, je dirais, aux produits d'entrée de gamme qui a été dans la culture de Carrefour signé sous l'appellation des produits libres et que nous sommes en train de relancer tranquillement partout où cela nous semble pertinent. Donc un leadership alimentaire, multiformat, multifonction et chaque fois que c'est possible d'avoir et d'afficher clairement un leadership dans le rapport qualité-prix. Je pense que Carrefour a un atout exceptionnel aujourd'hui, c'est que face au développement de l'industrie du net, il est évident que l'alimentaire va garder tout son atout au travers des réseaux de magasins. Personne ne pourra être plus efficace pour livrer un client dans son appartement ou dans sa maison que le magasin le plus proche, pour des raisons de distance, de temps et de préservation de la qualité des produits. L'autre élément fondamental, c'est qu'on peut très bien commander des livres, et on en commande. On peut en vendre aussi dans les hyper. On est aujourd'hui le premier libraire français, sans aucun doute. Mais je dirais que sur le plan l'alimentaire va sans doute occasionner aussi le maintien du lien social des consommateurs avec leur environnement. L'autre jour, on me demandait si on pouvait, de sa chaise, en restant chez soi, avec une magnifique vitrine de son téléphone portable ou de son ordinateur, commander à tout moment, en tout lieu, tous les produits au meilleur prix. C'est possible. Pendant combien de temps avant que le bipède ne s'écroule? Je n'en sais rien. Et moi, je défends inlassablement l'idée que le commerce physique va garder tout son avantage, et il le gardera à la condition, et c'est là le vrai challenge, parce qu'il est sous pression de l'efficacité, je dirais, du digital, qui par définition n'expose personne au contact avec les clients, à condition d'être meilleur et de garder son humanité. Je pense que Carrefour est bien parti pour ça. Si l'alimentaire reste dans nos gènes, nous gagnerons la partie. Voilà en ce qui concerne la stratégie physique de Carrefour. Je rappelle qu'on est multiformat aujourd'hui quasiment dans tous les pays du monde. La France, évidemment. L'Italie qui s'y est mis vraiment très très bien, assez remarquablement depuis maintenant 3 ou 4 ans, est en train d'émerger et dans son image et dans ses résultats grâce à une amélioration extrêmement nette de son offre alimentaire, dont matinée d'ailleurs de Terra Italia, etc., donc d'une capacité à montrer notre attachement local. L'Espagne, après quelques années difficiles dans un environnement économique compliqué, est en train d'exploser aussi grâce à son avantage et à son offre alimentaire. On parlera de la Chine un peu plus tard, mais la Chine, malgré des déboires occasionnés principalement par l'immense transformation du pays lui-même, qui est en train de quitter une activité manufacturière à bas prix pour tenter d'aller vers quelque chose de plus forte valeur ajoutée, avec un coefficient environnemental beaucoup mieux abordé, et simultanément une tentative de relance de sa consommation intérieure. Tout ça fait que ça prendra du temps, mais en réalité, le frais et l'alimentaire de Carrefour en Chine est en train de s'améliorer et je suis extrêmement confiant sur le futur. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc vous voyez, on est multiformat aussi en Chine puisqu'on développe désormais Easy, qui est le terme choisi localement pour installer des magasins de proximité. Nous développons nos premières tentatives, mais assez amusantes, de vente par le net en alimentaire là-bas. Taïwan, à une portée de fusil de la Chine, est en train, je le dis, d'évoluer d'une façon magnifique, notamment
parce que le personnel local et son dirigeant ont relancé avec beaucoup de vigueur une politique alimentaire de qualité. Je crois que c'est une augmentation de débit de 10 à 12%, accompagnée d'un panier moyen qui suit. Donc vous voyez, tout ça, si on fait bien ce métier de l'alimentaire, avec le positionnement que j'indiquais tout à l'heure, qu'on pratique le multiformat, on travaille sur la première étape de l'évolution, je dirais, globale de Carrefour. Parce que cette première étape, c'est vraiment de consolider les fondations physiques de la société. C'est notre actif fondamental. On ne remplacera pas les bons emplacements. Et en se rapprochant de nos consommateurs par des magasins de proximité physique, on réduit les distances, on leur fait gagner du temps, on personnalise le service à domicile et je dirais qu'on participe aussi à l'économie du carbone dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est cette étape dont peut-être nous allons progressivement sortir, qui est la consolidation du multiformat. Alors comme on en parle depuis un moment, le terme finirait presque par s'user si on arrivait au concept de l'omnicanalité. Alors j'y arrive parce qu'il faut simplifier tout ça, il y a quand même pas, il ne faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour le comprendre. D'abord consolider nos différents formats partout où c'est possible, c'est en cours. La France, on l'a dit, le Brésil est en route avec le phénoménal succès d'Atacadão qui a été évoqué tout à l'heure, mais aussi le revamping efficace de nos hyper qui ont apporté une notoriété sans précédent à la marque au Brésil, même après avoir été un peu délaissés sur le plan de leurs investissements, ils reviennent à la vie. Nous sommes en train de revitaliser un réseau de supermarchés qui avait été acheté il y a quelques années, laissé un petit peu à l'abandon, et nous lançons désormais les magasins de proximité avec un très grand succès. Je n'évoque pas l'Argentine, mais je le dis quand même, pays un peu oublié, qui est parti dans une course un peu folle dans sa politique, je dirais, d'enfermement, mais qui est en train d'en sortir, espérons-le, où nous sommes clairement leaders et multiformat, avec des réseaux de proximité qui ont explosé depuis l'acquisition d'Eki, de très bons supermarchés, la présence de Maxi, qui est l'équivalent d'Atacadão, et des hyper qui font leur œuvre. Donc vous voyez, le groupe progresse beaucoup, et je dirais que ce multiformat qu'on a évoqué se consolide, il se conforte, la vision de l'utilisation des différents modèles est de plus en plus comprise par les gens de la société, et nous devons désormais passer à une seconde étape que nous avons entamée, qui est de construire beaucoup mieux notre base informatique et la digitalisation. Qu'est-ce que c'est que la digitalisation? C'est tout simplement d'abattre les murs intérieurs de l'entreprise pour que l'ensemble des données soient disponibles à hauteur de besoin par les différents opérateurs du groupe. C'est ce qu'on va appeler le big data ou le cloud, mais qui n'est rien d'autre que de grosses armoires de rangement dans lesquelles les gens vont pouvoir aller puiser leurs informations avec des applications pertinentes. Et c'est là que tout l'enjeu se trouve, c'est que lorsqu'on construit une base de données qui est compilée à partir du multiformat, il est fondamental que les gens de la logistique, nos centrales d'achat, nos responsables du marketing puissent travailler sur ces données en les regroupant entre elles avec un coefficient d'intelligence transversal mais propre à la société elle-même. Et donc, nous sommes en train de rendre cette entreprise plus transparente qu'elle ne l'était, notamment et surtout à l'intérieur. Et ça va être un changement fantastique sur le plan psychologique. Ce n'est pas encore abouti, beaucoup d'efforts sont encore devant nous, mais les premiers signes tangibles de ce progrès, nous les avons vus. Moi, je suis personnellement allé la semaine dernière avec des gens de chez nous à l'intérieur d'un de nos hypermarchés en région parisienne, où en 2 minutes, douche comprise, on a accès absolument à toutes les données des ventes, par catégorie, par produit et par marque. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de joie, parce que nous voyons que quand la société, qui a des talents magnifiques, se met à l'ouvrage pour se moderniser, tout en capitalisant sur ses forces d'origine, ça donne un résultat magnifique. Donc nous sommes dans la phase de digitalisation, donc, qui consiste d'abord à raffermir nos bases informatiques, parce que, évidemment, en augmentant considérablement le flux des transactions
et des bases de données. Il faut que tout ça se fasse sur un socle solide et résilient, c'est en cours, mais aussi en donnant à la disposition de nos gens des instruments mobiles de connexion et surtout des canaux d'accès aux données. Alors les instruments de connexion mobile, hein, on les connaît tous, celui-là est absolument génial, ça c'est quand même le plus grand progrès jamais réalisé au niveau de l'humanité, avec ça on a tout. Il faut que nos personnels à tous les niveaux puissent l'utiliser dans le futur, matinée de quelques ordinateurs ou d'autres instruments du même type. Donc cette digitalisation va déboucher sur une transparence intérieure et surtout sur une capacité pour nos gens d'aller chercher eux-mêmes dans des bases de données communes les informations dont ils ont besoin. Sur le plan psychologique, ça change tout. Parce qu'au lieu de les alimenter verticalement à partir de la tête, on va leur permettre d'aller chercher eux-mêmes les choses, donc de découvrir, d'assembler, de composer. Et finalement, on rentre dans un monde où je dirais que l'exploration va être fondamentale. On va redonner à nos gens la capacité d'explorer. Parce que finalement, explorer, c'est ce qu'on fait tous les jours. On va regarder dans les recoins, derrière les haies, derrière les arbres, au-delà des rives, etc. Il faut retrouver ce plaisir d'explorer chez nous et en même temps, je dirais, d'apprendre. Donc, exploration, apprentissage. Et ça, je dirais que sur le plan culturel, sont deux choses absolument magnifiques si on arrive à les installer. Et je crois qu'on va y arriver parce que les gens sont intelligents, beaucoup plus qu'on ne le dit, et en réalité, ils n'attendent qu'une chose, c'est de se développer et d'apprendre et de mettre tout ça au service de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Le dernier point, évidemment, c'est que explorer, apprendre, ça comporte sa part d'aventure. Eh bien oui, l'aventure. Mais l'aventure pour qui? L'aventure pour nous. En réalité, si on met de la discipline là-dessus, si on s'impose quelques limites, quelques équilibres, si on accepte l'idée que l'autonomie, le développement personnel est encore plus fort, plus explicite lorsqu'il débouche sur une association de compétences et se met au service d'une direction commune, qui est souvent l'enseigne, insignum, la direction que donne le groupe, je dis que tous les ingrédients sont là pour la réussite. Donc première étape, on consolide les réseaux physiques. Deuxième étape, on travaille sur la digitalisation à partir de fondations informatiques renforcées. Troisième étape, on plug. Et tout ça sans précipitation. Parce que la digitalisation, c'est pas une religion. C'est un moyen comme un autre, plus moderne, plus efficace, plus rapide, plus, comment dirais-je, fulgurant, capable d'accumuler un nombre de données absolument sans précédent. Et il est urgent de ne pas se précipiter, de faire les choses dans l'ordre, notamment quand on est dans une entreprise de notre taille. Donc, nous ne sommes pas soumis à une pression qui viendrait sans doute des, comment dirais-je, des niveaux d'investissement considérables qui sont mis dans ces métiers. Et qui, évidemment, en attendant un retour fugace, rapide et massif, pourrait entraîner tout le monde à les accompagner. Moi, je dis, il faut le faire, mais il faut le faire prudemment, consciemment et sans précipitation. C'est le mot essentiel que j'y mets. Donc voilà ce que je crois pour Carrefour et ce dont je suis convaincu que c'est désormais en route. Alors, on a mis un peu de temps à le préciser, parce que le préciser sans avoir commencé, ça aurait été quand même beaucoup d'arrogance. En le précisant, il faut quand même rester modeste. Il y a de gros challenges devant nous, mais la construction est en route. Tout ça est une construction à moyen terme, dans laquelle nos investisseurs, nos actionnaires, que nous respectons, doivent comprendre que pour le service de leurs propres intérêts, il faut le faire avec la prudence que j'ai indiquée et en y mettant le temps qui convient. Voilà. L'empressement ne débouche que sur des catastrophes. Et quand on voit le tsunami absolument invraisemblable de données qui vont nous arriver demain, on comprendra aussi qu'il est important de filtrer tout ça, de se repencher sur l'essentiel et surtout de ne pas oublier que si on rassemble l'intangible, le digital, l'informatique, les données avec des magasins physiques, ce sont toujours et encore nos gens qui feront la différence.
La robotisation, c'est possible dans un certain nombre de métiers, à condition que ça allège la lourdeur des tâches, que ça les facilite, que ça supprime en quelque sorte les effets de répétition qui sont parfois destructeurs. Pour le reste, zéro pointé. Je pense que nous resterons une activité humaine et c'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, le plus important challenge de notre entreprise. C'est de prévoir pour demain le développement et la formation de nos équipes dirigeantes, parce que lorsqu'on est dans 10, 20, 30, 40 pays, il est évident que le pilotage à partir de Boulogne continue de rester très aléatoire, que nous sommes désormais confrontés à des métiers globaux dans lesquels les enjeux d'image, de responsabilité sociale, environnementale, mais aussi les enjeux fiscaux, les enjeux économiques, les enjeux sociaux sont tellement considérables qu'il est fondamental d'élever le niveau de compréhension globale de nos dirigeants. Ça, c'est sans doute la plus belle mission qui est devant nous. Et si on y fait attention un tout petit peu, et qu'on revient encore aux politiques développées par le groupe depuis déjà bien longtemps, qui consistent à dire aux gens, travaillez ensemble, deux par deux, une sorte de hiérarchie qui s'établit toujours à deux niveaux, pour que le contact ne soit jamais rompu, que le développement soit mutuel, que l'information circule correctement sans être trop longue et sans être trop centralisée. Moi, j'aurais tout dit. Voilà comment je vois Carrefour demain. J'ajoute que des métiers anciens, mais qui redeviennent nouveaux pour les avoir abandonnés pendant un certain temps, l'immobilier, par exemple, reviennent en jambes. Je pense que ce sont des métiers qui seront créateurs de valeur. Je lève ici une ambiguïté sur Carmila parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette affaire, notamment sur la capacité de l'introduire en bourse. Donc je préfère poser le sujet tout de suite. L'immobilier est un des piliers de la distribution et je crois le restera. On est en train de le professionnaliser de nouveau. Ça sera créateur de valeur. Ça nous permettra de garder la maîtrise de l'ensemble, ça nous permettra de mettre de la dynamique sur la gestion de nos actifs, qui était devenu un peu inactif si je puis dire, mais ça nous permettra aussi d'embarquer les commerçants clients qui nous entourent dans ces galeries dans notre équipée digitale, tout simplement en les accrochant à la communication, à nos bases de données, à nos opérations événementielles, etc. Je n'oublie pas le back-office, qui est souvent peu connu, mais qui reste essentiel aussi pour nous, que sont les achats, les approvisionnements, la logistique. Ces métiers-là, qui sont ingrats, sur lesquels on fait très souvent pression, restent importants et même fondamentaux chez nous. Ils n'ont pas de substitut à l'homme. Les réflexions, les pondérations, la qualité des interventions dans le domaine de la logistique et des approvisionnements ne seront pas remplacées par l'informatique. L'informatique va les aider considérablement, va leur donner des atouts incomparables, mais le jugement humain, le discernement, le service, la relation, les synapses qu'il faut établir entre le back-office et nos magasins restent essentiels. Donc vous voyez un grand enjeu humain dans le futur, mais finalement, sans enjeu humain, il n'y a pas grand-chose. Et donc moi, je dis, prenons-les, affrontons-les, et nous en aurons énormément de satisfaction. Donc nous sommes partis pour un Carrefour qui reste un des leaders mondiaux, avec une base alimentaire très forte, dans laquelle le fret est un élément essentiel de génération de trafic, la représentation des grandes marques, un atout compétitif pour longtemps, le placement de notre marque propre de façon centrale, un vrai équilibre, le retour des entrées de gamme pour éviter d'être pris à revers par les hard discounters qui ne vendent que des produits français, bien entendu, d'après ce que j'entends tous les jours, et enfin, l'entretien savant de la proximité physique avec nos clients qui reste fondamental pour faire face aux tentatives de livraison à domicile qui n'arriveront pas dans ces métiers. Voilà où nous en sommes. Des investissements équilibrés,
Je pense que la notation que vous avez bien méritée et qui nous est attribuée aujourd'hui doit être entretenue. C'est fondamental. Je pense qu'on a aujourd'hui un actionnariat qui s'est enrichi un peu d'exotisme, avec l'entrée au capital d'un opérateur brésilien, qui est à la fois dans notre affaire brésilienne pour 12%, comme ça a été précisé tout à l'heure, ce qui fait que le reste est quand même chez Carrefour, je vous le rappelle ici, un petit peu rapidement pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, mais il est également dans le capital de la société. Et puis nous avons la famille Moulin qui nous a rejoints, ces gens qui sont dans le commerce aussi depuis plusieurs décennies, dans des métiers tout à fait complémentaires aux nôtres, qui comprennent la distribution généraliste et sans doute assez bien les formats premium, parce qu'ils ont assez génialement développé à partir de Monoprix des concepts de proximité. Tout ça nous va assez bien. Donc voilà, des actionnaires nouveaux, une forme de dynamisme sur le plan commercial, une stabilité de bons équilibres sur le plan financier, un encadrement professionnel et humain dont je suis convaincu qu'il est excellent et que nous allons continuer de pousser vers le futur. Voilà où nous en sommes. Donc 2015 est une année convenable, je dirais très correcte, qui, je pense, rejoint les expectatives du marché. Il n'y a pas de surprise fondamentale. J'espère vous avoir éclairé sur le futur, qui devrait être un futur prometteur. Et je suis extrêmement heureux aussi d'être bien entouré dans cette année 2015 qui a comporté des aspects assez négatifs pour les uns ou pour les autres, et de voir que la société reste très solide et orientée sur son avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Et maintenant...